Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Merveilleuses. Aujourd'hui, je reçois Agnès Ducrot. Agnès est passionnée de cosmétiques depuis toute petite et elle est ingénieure chimiste de formation. Elle commence sa carrière professionnelle dans un domaine qui est pourtant très éloigné de la cosmétique, à savoir les télécoms. Et donc après 7 ans chez Alcatel, elle est rattrapée par sa passion et elle décide de se réorienter. Elle occupe alors plusieurs postes dans la cosmétique jusqu'en 2008, qui est une année charnière où elle décide de créer sa propre marque. Elle part littéralement d'une feuille blanche en 2008 avec un nom, Théane, et une idée, lancer une gamme de cosmétiques bio. Et c'est le début d'un parcours extrêmement riche et varié qui l'amène aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, Théane est une entreprise florissante qui est présente dans de nombreux pays, en Europe et en Asie, et elle est spécialisée dans les soins bio pour la femme enceinte et le bébé. Agnès nous raconte son parcours avec beaucoup de passion, depuis son idée en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Nous évoquons ensemble de nombreux aspects, la recherche de financement, la mise au point de sa première gamme lancée en 2012, les défis de la commercialisation sur un marché très concurrentiel, la nécessité de se développer rapidement à l'export, le virage du digital qu'elle a financé grâce à une campagne de crowdfunding en 2018 et enfin les perspectives de développement aujourd'hui. Agnès partage avec nous ses valeurs et sa mission, sa vision de l'entrepreneuriat, son vécu de femme et de maman et le bilan qu'elle fait aujourd'hui de cette aventure vraiment fascinante. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter Agnès que j'en ai eu à échanger avec elle. Et je vous laisse à présent en sa compagnie et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Agnès. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Merci de l'invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton début de carrière? Tu as commencé en tant que salarié, très loin du domaine où tu es actuellement. Effectivement, j'ai eu une autre vie avant la cosmétique. Moi, je suis ingénieure chimiste de formation et j'ai commencé mon activité professionnelle en tant que salariée dans une entreprise de télécom qui s'appelle Alcatel. Et puis à la naissance de mon premier enfant, la passion pour les cosmétiques m'a rattrapée. En fait, après cette année passée chez Alcatel, je réalise que je m'éloigne petit à petit du domaine qui m'a toujours passionnée, qui est la cosmétique et qui avait d'ailleurs justifié le choix de la filière chimie, puisqu'au départ je voulais formuler des crèmes cosmétiques et c'est pour ça que j'avais choisi la chimie. Et donc après cette année passée dans les télécoms, je me dis qu'il est temps vite de retrouver cet univers de la cosmétique, et puis je reprends là un master en marketing international des produits de beauté et des parfums, donc très très spécialisé pour donner du crédit. Oui, c'est ça, hyper ciblé. Hyper ciblé, ben oui, parce que à 30 ans, j'avais déjà une étiquette télécom dans le dos, j'avais déjà une grosse expérience dans une industrie tout autre que la cosmétique, donc il était important de légitimer et de donner du crédit à mon projet de reconversion. Et c'est donc en passant par ce master en marketing que j'ai pu alors repartir de zéro. Après cette année d'expérience, on reprend les chemins de l'école avec une fille un bébé qui a même pas 1 an,
Et puis voilà, c'est le prix de la reconversion. On redémarre un petit peu de zéro, chef de produit chez Revlon. Ensuite, j'ai une expérience chez By Terry, marque de maquillage, donc plutôt côté vente commerciale. Et puis finalement, c'est la dernière expérience auprès d'une marque de parfum de niche qui se lançait, donc était en pleine création, qui confirme ce goût que j'avais déjà pour l'entrepreneuriat et qui voilà me donne vraiment cet élan pour créer ensuite Théane en 2008. Donc c'est quand même un projet qui t'habitait depuis quelques années, si je comprends bien. Ce projet de créer ton propre job, en fait, de lancer ton projet. Oui, tout à fait. Quand j'ai quitté Alcatel, effectivement, et que, au départ, j'ai essuyé beaucoup de refus. J'essayais de réintégrer l'industrie de la cosmétique avec mon bagage professionnel et mes expériences qui étaient tout à fait transposables dans l'industrie de la cosmétique, puisque j'avais managé des équipes, travaillé dans un environnement international avec une forte dimension technologique. Donc finalement, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la cosmétique, mais après plusieurs refus, je me dis que effectivement peut-être qu'il faut que je crée ma propre marque. Donc déjà à ce moment-là, j'avais cette idée-là. Et puis j'avais 30 ans, aucune expérience dans la cosmétique, aucune expérience dans le marketing non plus, puisque j'étais plutôt dans des fonctions techniques et ensuite commerciales. Donc finalement, je me dis c'est pas encore le moment et je laisse ça dans un petit coin de ma tête et puis j'engage donc mon process de reconversion et puis c'est après toutes ces expériences professionnelles et surtout cette dernière auprès d'une marque qui était en pleine création. Donc j'ai vraiment été recrutée au moment où la marque se lançait sur le marché. Donc j'ai connu les démarrages d'une entreprise. On était au départ 3. Quand je suis partie, on était plus d'une dizaine. Et puis finalement, voilà, ça n'a fait que conforter ce désir que j'avais déjà présent de me lancer. Et puis on était quand même 5-6 ans plus tard, donc il y avait une maturité aussi qui faisait que ça y est, c'était le bon moment, il fallait se lancer. Je dirais même que c'était même devenu presque viscéral. Il y a un moment, ça devient une évidence et il faut le faire. Et finalement, après, les choses sont allées très vite du moment où c'était décidé. Et donc un jour tu quittes ton job et tu me disais que tu te retrouves toute seule devant une feuille blanche avec un nom de marque donc qui est Théane. Tu nous diras peut-être ce que ça veut dire. Et donc quels sont tes premières étapes à partir de là? Ben oui, parce que en fait, le désir de création est bien là, il est certain. Pour moi, c'était sûr que c'était forcément une marque de cosmétiques parce que c'était ma passion, forcément bio parce que j'avais amorcé moi-même la transition vers le bio avec la naissance de mon deuxième enfant, Ethan. Donc Théa et Ethan sont mes deux enfants, d'où la marque Théane pour expliquer le nom de la marque. Et donc j'avais déjà amorcé cette transformation vers le bio, donc pour moi c'était évident créer une marque de cosmétiques bio. Et puis voilà, en fait ça se résume à ça mon projet. Et à un moment on se dit par quoi on commence, parce que c'est un gros morceau. Évidemment en face de moi les concurrents ne m'ont pas attendu, l'offre bio commençait à beaucoup se structurer au niveau des cosmétiques, les grands acteurs, les grands groupes en fait commençaient à faire de la croissance externe, à développer de très très belles offres en cosmétiques bio. Donc je me dis comment prendre le sujet, par où commencer. Et puis voilà, j'ai cette feuille blanche et je me dis non, je peux pas rester seule. Il faut vraiment que je sois accompagnée dans cette démarche de structuration de mon projet. Et puis c'est là où donc je me fais accompagner. Je rentre dans un groupe de créateurs d'entreprises en fait, avec des entreprises tout secteur d'activité. Et puis là, on commence vraiment un accompagnement qui a duré 6 mois au total, où pendant ces 6 mois, on est extrêmement challengé en fait sur tous les sujets d'un projet de création. Donc bien sûr le marché, les clients, le financement, mais aussi sur toute la dimension humaine aussi. Comment convaincre, d'abord convaincre son conjoint en premier lieu de nous suivre
dans l'aventure, parce que ça peut être un frein effectivement pour les. Alors, au début, on prend ça aussi un peu à la rigolade en se disant mais oui, c'est bon, je lui ai dit que j'avais envie de créer. De toute façon, il le voit que c'est une évidence qu'il faut que je le fasse. Mais en fait, faut aller un peu plus en profondeur des choses parce que faut lui expliquer ce que ça va impliquer pour la vie de famille, que effectivement il y aura des sacrifices à faire, humains, financiers, que je vais y passer certainement beaucoup de temps. Et ça, c'est important qu'ils comprennent. Lui est entrepreneur ou il fait un métier complètement différent justement. Du coup, c'est peut-être difficile pour lui ou c'était peut-être difficile pour lui d'appréhender ce que ça voulait dire. Alors lui est dans la fonction publique, donc donc évidemment on est à milieu du monde de l'entrepreneur avec voilà toutes sortes de notions de risque, de sécurité de l'emploi, de résilience, bon, qui font que parfois voilà mais c'est bien, ça permet aussi de poser les choses. Quand on se lance comme ça dans l'aventure, on prend évidemment beaucoup de risques et quelque part d'avoir à ses côtés quelqu'un qui est posé professionnellement, et ben ça aide. Et donc voilà, donc tout cet accompagnement s'est mis en place pendant 6 mois et puis le projet a été vraiment tiraillé dans tous les sens, challengé dans tous les sens, à la fois par les autres entrepreneurs qui étaient en phase de création, mais aussi par des personnes extérieures qui intervenaient. Ça a été extrêmement utile parce que ça m'a permis de définir mon positionnement. Donc pour nous, on s'adresse vraiment au marché des femmes enceintes, au segment des femmes enceintes, des bébés, donc de la maternité. Ça m'a permis d'asseoir mon positionnement. Et puis de structurer aussi toute la partie financement puisqu'on est le projet a très rapidement pris une dimension technologique avec beaucoup d'innovation en fait autour, parce qu'on est sur un marché très concurrentiel où l'innovation est vraiment un facteur clé de succès. Et donc avec toute cette dimension innovation, évidemment, il y a tout un volet financement, ingénierie de la recherche qui était un gros morceau du projet. Et c'était bien de pas être seul. Et sur le positionnement, donc tu as fait, comment est-ce que tu as procédé? Tu as fait une étude de marché pour identifier quel était le segment le plus approprié, puisque tu dis c'est un marché très concurrentiel. Donc c'était important de se positionner justement sur un segment, se différencier de tes concurrents. Donc comment est-ce que tu as procédé? Alors alors au départ oui, je l'ai fait de manière un peu très comment dire, d'abord beaucoup de recherches, d'études de marché, de chiffres, etc. Et puis je trouvais pas, j'arrivais pas à trouver mon positionnement, j'arrivais pas à trouver une véritable différenciation. Et puis donc j'ai changé avec l'un des consultants en fait qui nous accompagnait tout au long du projet et je dormais plus en fait, je passais mes nuits là-dessus à me dire mais qu'est-ce que je vais apporter de plus sur ce marché, il y a tellement d'offres déjà, et je lui dis j'arrive pas à dormir, je trouve pas mon positionnement. Et puis il me dit mais tu crois vraiment que c'est dans ton lit que tu vas trouver la solution? Ta solution elle est auprès de tes clients, va voir tes clients. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis allée à la sortie des pharmacies, des parfumeries, des magasins bio, et puis j'ai interrogé les gens, en fait, et notamment les femmes. Et en fait, je leur posais dans mon questionnaire que j'avais établi, je leur ai posé une question toute simple qui était à quel moment est-ce que vous êtes convaincu par le bio? Est-ce que vous achetez du bio? Et à quel moment est-ce que vous allez changer vos habitudes de consommation, vous tournez vers cette offre bio, changer vos habitudes d'achat? Et à chaque fois, systématiquement, allez, on va dire 90 réponses sur 100, c'était le jour où je serai maman, le jour où j'aurai un bébé, je me poserai vraiment sérieusement la question du bio parce que là, on parle de santé de mon enfant. Et je me dis tiens, oui, c'est vrai que c'est un moment, et d'ailleurs moi ça a été le moment où j'ai aussi basculé, alors pas à la première grossesse mais à la seconde, où j'ai basculé sur le bio. Et là je regarde l'offre existante sur le marché et il y avait de la place en fait, il y avait de la place pour une marque bio qui puisse répondre à toutes les exigences de ces nouvelles mamans qui voulaient du bio, mais du bio efficace, mais du bio plaisir, etc. Et il n'y avait pas d'offre en fait qui répondait à ça. Donc finalement la réponse je l'ai trouvée auprès de mes clients, pas en potassant des études de marché qui coûtent une fortune. C'est eux qui ont la clé en fait de tout, et c'est important d'aller à leur contact. Ouais, voilà, ça c'est vraiment un conseil à ressortir, c'est sortir de chez soi et vraiment aller valider son idée ou même rechercher dans ton cas
sur le marché, quoi, sur le terrain. Oui, et allez-y vous-même, ne déléguez pas ça parce que c'est trop important, c'est trop précieux ce que vont vous dire vos futurs clients. C'est trop précieux pour déléguer ça en fait à des écoles, des juniors entreprises, des choses comme ça. Ça c'est bien pour des études plus théoriques sur le marché, ça c'est intéressant. Ouais. Et pourquoi tu dis ça? Parce que, enfin, je l'interprète comme voilà, il faut vraiment que tu le ressentes toi-même, que ça soit quelque chose qui devienne aussi une évidence, comme tu disais au moment où tu as lancé ton projet, que c'est vraiment un truc que tu dis, ah bah voilà, c'est ça, et tu le sens finalement dans tes tripes au final. Oui. Oui, absolument. Après, ça devient évident. On se dit, mais oui, on s'adresse en fait à une femme qui est déjà toute conquise au discours du bio. C'est respect de ma santé, respect de la planète, qui va accueillir cet enfant que je vais mettre au monde. Tout ça, c'est cohérent. Et à un moment, bah oui, c'est vrai. C'est pas en restant dans son lit et en passant des nuits blanches en se posant des questions. Il faut vraiment aller au contact des gens et puis leur poser des questions. Alors, après, toutes les réponses ne sont pas, les clients sont pas des marketeurs. Je pense qu'il y a 30 ans, personne n'imaginait le succès des téléphones portables. Si on vous avait dit que vous avez besoin, vous seriez autant dépendant d'un téléphone portable. Voilà, donc on peut pas tout leur confier, mais juste déjà eux leur ressenti, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aiment pas. Ça c'est super important parce que ça vous permet après vous avec toute votre connaissance du marché, votre connaissance métier, vos compétences, votre propre expérience, ça vous permet en fait après en mélangeant tout ça de faire une vraie marque, un vrai produit qui répond à un vrai besoin et à un vrai marché. Et donc tu t'es lancé dans le développement de ton produit. Si j'ai bien retenu, tu as découvert une plante aux vertus fascinantes à l'autre bout du monde presque. Comment ça s'est passé? Comment tu es tombé là-dessus en fait? C'est une chance incroyable ou c'est vraiment quelque chose que tu recherchais, que tu avais ciblé? Voilà, il faut que j'aille là, je vais trouver la solution. La chance incroyable, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment, parce que c'est vrai que lorsque ça y est, j'ai trouvé mon positionnement, je vais m'adresser aux femmes enceintes et aux jeunes mamans avec des bébés, et puis bah après voilà, là vient la compétence métier. On se dit bon, de quoi a besoin la peau d'une femme enceinte et la peau de bébé, et très rapidement, je me dis ben en fait auprès des femmes enceintes, si on n'a pas de solution cosmétique pour traiter la vergeture ou la prévenir ou traiter les problèmes d'inconfort, on passe à côté de leurs vrais besoins. Donc je cherche des solutions pour traiter les vergetures ou les prévenir, idéalement même les prévenir. Et puis je rencontre en fait le patron d'une ONG de Madagascar qui travaille déjà avec des grands noms de la cosmétique et qui fournit en fait des plantes d'intérêt ou des huiles essentielles d'intérêt pour des applications cosmétiques. Et puis il me dit écoute, à Madagascar il y a 13 000 plantes, 10 000 endémiques. On sait se soigner avec les plantes parce c'est un pays qui est extrêmement pauvre et donc on n'a pas accès aux soins comme chez vous. Donc en fait on se soigne avec notre habitat. Et puis sur toutes les plantes, forcément une qu'on utilise pour les vergetures parce que je sais que c'est un vrai sujet qui concerne beaucoup les peaux africaines. Donc il me dit t'as qu'à prendre un billet d'avion et puis venir là de nouveau. Faut pas faire l'économie de se déplacer et de partir et de se bouger en fait. Et donc j'ai pris un billet d'avion et puis je suis allée à Madagascar avec cette idée en fait de chercher une plante ou une huile essentielle pour traiter les problématiques de vergeture. Et puis j'y reste une dizaine de jours là-bas dans une réserve en fait qui est complètement préservée où il y a beaucoup de plantes à vertu cosmétiques ou médicinales. Et puis je reviens avec une plante qui s'appelle la cassia alata et qui est une plante en fait qui est utilisée par les femmes enceintes malgaches pour soigner leur vergeture. En fait, elles prennent les feuilles fraîches des arbres qu'elles frottent directement contre leur ventre, et c'est là où l'aventure de la recherche et du développement commence, puisque j'ai découvert la plante en 2008 et la première gamme 100% maman a vu le jour en 2012 seulement. Donc 4 années de R&D, de recherche et développement intense. Quelle aventure, dites-moi. Et donc pendant 4 ans, tu as tenu le coup, tu es resté motivé, tu as surtout trouvé des financements. J'imagine que ça
voilà, tu as dû avoir aussi des moments où tu t'es dit, mais est-ce que tout ça, ça va aboutir? Comment ça s'est passé pour toi ces 4 ans? Parce que ça, c'est court, mais en même temps, ça doit être hyper long quand tu es dans le trajet toi-même. Exactement. En fait, quand tu es dedans, tu te dis, mais ça va jamais se terminer. À quel moment je vais pouvoir enfin toucher mon produit, enfin le proposer à une cliente. Ça paraît extrêmement long. Après, bon, les gens du milieu disent c'est que ça a été très rapide par rapport à tout ce qui a été fait, parce qu'en fait, je suis vraiment partie de la plante. J'ai mis au point l'actif, l'extrait que j'ai breveté. Donc, j'ai déposé un premier brevet en 2010 et puis ensuite un second brevet en 2015, mais là qui porte plutôt sur l'eczéma. Donc oui, ça paraît très long, surtout qu'en fait à chaque étape de validation du process de recherche et de développement, ben à tout moment ça peut s'arrêter. C'est-à-dire qu'un test non conforme, un test qui se passe pas comme vous l'avez prévu, ben c'est retour à la case départ parce que c'est pas validé, donc vous pouvez pas passer à l'étape suivante. Donc finalement c'est extrêmement stressant en fait cette phase-là parce que vous savez pas on sait pas si ça va aboutir. Et puis plus le temps passe évidemment, et plus l'enjeu monte parce que moi on a envie que ça s'arrête. Et voilà, donc c'est vrai que c'est une phase qui est vraiment très 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 compliquée nerveusement à gérer. Et évidemment on est tout seul pendant cette phase-là. Enfin tout seul, hormis les amis et la famille qui soutient et qui est là, mais bon on est quand même tout seul face à sa copie. Et puis voilà, et puis les choses se font finalement. Voilà, on passe une étape, puis une autre. Pour les financements, en fait, justement, les premiers financements, ça a été ceux de la région Centre, parce que moi, en fait, j'étais à l'époque en région parisienne. J'habitais Paris avec mon mari et mes enfants. Et puis, en fait, je viens ici en région Centre parce qu'on est au cœur de la Cosmétique Valley. Et donc là, il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent autour de la Cosmétique Valley. Donc c'était important d'être ici à Orléans. Et donc au départ, je fais les allers-retours. La région Centre accueille le projet, me donne un très très bon accueil, finance les premiers travaux de ce qu'on appelle preuve de concept en fait. Avant d'aller voir tous les organismes de financement de l'innovation en France, comme par exemple BPI, à l'époque ça s'appelait Oseo Innovation, il faut avoir quelque chose de concret. Donc c'est ce qu'on appelle la preuve de concept. Donc moi quand je suis revenue de Madagascar avec ma plante, à part dire que ça marchait à Madagascar, j'avais rien d'autre en fait. Donc, oui, c'était pas suffisant pour convaincre les investisseurs, j'imagine. Non, c'était un peu léger. Donc effectivement, il faut commencer à faire les premières extractions, les premières analyses de la plante. Puis on se dit tiens, il y a des actifs intéressants. On sait qu'ils sont connus pour avoir une efficacité en cosmétique, donc voilà, là on a déjà quelque chose d'un peu plus solide. Et puis finalement, est-ce que ça marche vraiment sur le sujet de la vergéture? On fait des tests in vitro et puis on voit que ça marche. Donc voilà, plus le dossier est solide et plus on peut aller voir ensuite BPI en leur disant maintenant j'ai besoin de plus de financement pour passer en phase clinique, faire tous mes tests de sécurité, faire tous mes tests d'efficacité, mais je sais qu'en tout cas je vais aboutir. Voilà, il y a un moment charnière en fait où tu passes de l'incertitude complète à quand même plus de certitude et tu peux convaincre pour avoir des investissements pour finalement industrialiser, j'imagine, plus à grande échelle. Et donc à chaque étape en fait ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accroc sur ces 4 ans. Alors sur la partie financement, oui, parce que en fait j'avais quand même pas mal d'éléments très très concrets pour avancer. Après la partie technique, on a toujours des surprises, donc on revient en arrière, on revoit son process, on ajuste, voilà, on s'adapte en fait, parce que on travaille avec le naturel, avec le vivant, et c'est imprévisible, donc. Et puis surtout, on avait aussi cette filière à monter à Madagascar parce qu'une fois que on a trouvé l'intérêt pour cette plante, qu'on l'a confirmée, il fallait s'assurer d'avoir cette plante en quantité suffisante, dans la qualité qu'on recherchait. Donc et après, il y avait des allers-retours avec Madagascar, avec la complexité que c'est loin, que c'est pas toujours très organisé et structuré. Donc et donc tu as monté là-bas la chaîne d'approvisionnement
Oui, est-ce que tu as trouvé aussi entre-temps d'autres sources d'approvisionnement ailleurs dans le monde, ou ça reste vraiment ton approvisionnement principal ou exclusif? Oui, alors après on a monté effectivement cette filière avec l'ONG, toujours aidée par l'ONG. Ce qui était important pour moi, c'est qu'il y ait un retour en fait aussi sur le terrain de la création de valeur. Il m'avait gentiment livré en fait cette plante, donc c'était important pour moi que au moins ça crée du travail sur place, que ça crée de la valeur sur place. Donc je suis très attachée à l'île de Madagascar. Oui, il y aurait d'autres sourcings dans le monde. Cette plante, on peut la trouver au Bénin, on peut la trouver en Inde, par exemple. Enfin, c'est une plante tropicale, donc on peut la trouver dans beaucoup de pays. Mais pour moi, je reste attachée à Madagascar parce que c'est là où l'histoire de Théane a véritablement commencé. C'est eux qui m'ont fait confiance en me parlant de cette plante. Donc voilà, aujourd'hui, oui, on sécurise le sourcing. On a d'autres partenaires sur l'île, mais voilà, ça reste toujours l'histoire qu'on veut garder avec Madagascar. Oui, c'est une très belle histoire, très inspirante. Donc en 2012, tu lances ton premier produit. Donc ça, c'est la crème pour les vergetures. Comment ça s'est passé? Donc comment est-ce que tu as trouvé tes premiers clients, ou est-ce que tu es passé directement, puisqu'on parle de produits de pharmacie, donc par des prescripteurs, c'est eux qui ont été tes premiers clients, en fait, les pharmaciens, les parapharmacies, etc. Comment est-ce que ça s'est passé pour démarcher au début? Alors en fait, je pensais que la phase de recherche et développement allait être la plus difficile, et en fait non, c'est vraiment la phase de commercialisation qui est plus difficile. Ah oui. En fait, je me suis dit j'ai fait le plus dur, mais non, c'est la phase de commercialisation. C'était pas ça. Okay. Donc, qu'est-ce qui a été si difficile? Alors, ce qui est difficile, c'est de pénétrer le marché français, qui est un marché qui est ultra concurrentiel, où on est très très attaché à nos marques de pharmacie. Hein. Vous êtes dans une pharmacie, Oui. c'est toujours les mêmes marques que vous trouvez. Donc ça, c'est très difficile. Ce qui a été difficile, c'est que j'étais un peu trop en avance, un peu trop en avance en fait par rapport déjà aux pharmaciens, à leurs attentes, et puis aussi par rapport aux clientes, hein, tout simplement. On est en 2012, même si le bio c'est déjà quand même pas mal développé. On n'est pas dans l'explosion du bio qu'on a aujourd'hui, clairement. Donc c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence, que le bio c'est pas encore la priorité du pharmacien, que les femmes enceintes finalement elles ont pas encore tout à fait, même si ça reste une préoccupation, elles ont pas encore changé véritablement leur comportement d'achat, même si sur le terrain quand on leur pose la question, elles disent bah oui je me poserai la question du bio, mais après entre se poser la question et acheter un produit bio, il y a encore une étape à passer. Puis la difficulté, c'est que donc j'avais une gamme complète autour des problèmes de peau de la femme enceinte, donc prévention, réparation des vergetures, problèmes de fermeté, confort, une gamme complète, mais qui s'adressait qu'à un marché de niche qui est la femme enceinte. Voilà, la France, c'est 800 000 naissances par an. Donc la problématique, c'est qu'il fallait être présent un peu partout en France, avec aucune équipe commerciale, donc avec aucune présence commerciale. Donc c'est ça qui était compliqué aussi, c'est que finalement il fallait mailler le territoire, donc avoir une bonne distribution numérique, parce que je voulais pas me concentrer que sur les grandes agglomérations, les femmes enceintes étant présentes partout. Donc finalement, j'ai vu au début, j'ai fait toute seule la commercialisation, mais là aussi ça a été très utile de se confronter au terrain, d'être face aux pharmaciens. C'était très très instructif, de pousser des portes des pharmacies avec sa petite mallette, ses 4 produits, et puis donc certains pharmaciens me posaient des questions du genre mais pourquoi vous faites ça, vous êtes soit folle soit inconsciente, vous avez en face de vous un leader mondial sur le segment de la maternité, mais qu'est-ce qui se passe madame, qu'est-ce que vous faites, et je lui dis bah oui, mais il en faut un peu de folie et de créativité, sinon vous avez toujours les mêmes offres et puis vous proposez rien de nouveau. Et puis de l'inconscience aussi, il en faut aussi pour se lancer, mais heureusement. Bah oui, sinon on ne fait rien, on reste dans son lit comme tu disais. C'est ça. Et puis heureusement qu'on sait pas tout avant de se lancer, parce que sinon on se lancerait peut-être pas alors. Oui. C'est vrai aussi. Ouais, donc c'est ça la petite dose d'inconscience. Ouais. Et donc tu ciblais parce qu'en fait il
il y a deux axes du coup au niveau de la commercialisation. Il y a l'axe des prescripteurs, donc les pharmaciens, les parapharmacies. Donc ça c'est une cible, et puis une autre cible indirectement c'est la consommatrice au bout du compte, donc la femme. Est-ce que comment est-ce que tu concilies en fait les deux, quelque part les deux stratégies de communication, parce que est-ce que tu t'es vraiment focusé dans un premier temps sur les pharmacies, ou est-ce que tu as aussi essayé de toucher le consommateur final ou la consommatrice finale dans ce cas-là? La problématique, c'est qu'effectivement, il faut à la fois travailler sur le commercial pour passer par les pharmacies, donc implanter la marque en pharmacie pour la rendre disponible. Donc ça demande déjà un gros effort commercial, et puis en même temps un gros effort de communication et de marketing pour faire connaître la marque auprès du grand public, pour qu'elle aille le chercher en pharmacie. Donc c'est vraiment deux gros pôles, commercial et marketing, qui sont tous les deux qui demandent beaucoup de cash en fait, et énormément de cash, beaucoup d'investissements humains et financiers. Et donc au départ, en fait, moi j'ai plutôt opté pour la stratégie de je rends le produit disponible, je pousse le produit en pharmacie, donc plutôt axé sur la stratégie commerciale, rendre le produit disponible, et puis compter sur le pharmacien pour qu'il conseille le produit dans un premier temps, et ensuite la qualité du produit faisant, l'efficacité, le bouche à oreille. Voilà, donc c'était un petit peu ma stratégie au départ. D'accord. Et est-ce qu'elle a fonctionné, cette stratégie? Alors pas franchement au départ, parce que ce qui a marché, c'est de la stratégie commerciale, de pousser les produits en officine, parce que en fait je suis passée par un distributeur qui avait une grosse force commerciale, et qui donc a mis les produits Théane dans 1800 pharmacies en moins de 4 mois. Donc c'est très très rapide, hein, vraiment. Le développement commercial a été très rapide. Ce qui prouve quand même quelque part que l'offre avait du sens pour le pharmacien, parce que sinon ça serait pas rentré si facilement. Enfin, il n'y avait pas de frein vraiment sur le sell-in, sur le fait que les pharmaciens entendent cette proposition et l'acceptent. Après, ce qui est difficile, c'est que le pharmacien, il est souvent derrière le comptoir, il dispense du médicament toute la journée, des ordonnances, donc il n'est pas forcément toujours dans le rôle de conseil. Et le fait de pas avoir communiqué justement sur la marque, du coup ça crée un peu des distorsions, parce que le produit est disponible mais personne le connaît. Donc finalement on a changé vraiment notre stratégie aujourd'hui, où on mise plus sur justement la demande du consommateur, de la consommatrice en l'occurrence. Donc plus sur le marketing. Alors on s'appuie beaucoup maintenant sur le marketing digital, je remets dans le contexte, on est en 2012, donc il n'y a pas encore toutes ces influenceuses, hein. Il y en a qui étaient même pas nées, enfin j'exagère un peu, mais en 2012 qui était encore ado, qui était encore toute petite. Donc c'est vrai qu'en 2012 il n'y avait pas encore tous ces moyens là qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, on a changé un petit peu la stratégie. On mise plus aujourd'hui sur le marketing, la communication, ce qui fait que ça génère une demande, que le pharmacien face à la demande, et il se dit oui tiens, on me demande quand même souvent Théane, qu'est-ce que c'est, je vais m'y intéresser, et ensuite on pousse le produit. Voilà, donc c'est une stratégie un peu différente, et qui est de pull, hein, comme on dit, donc du pull vis-à-vis du push que vous avez essayé au début. Exactement. Mais ça, c'est parce qu'aussi c'est parce qu'aussi notre manière de communiquer a changé. C'est ça aussi qui nous a fait changer un petit peu notre stratégie, c'est qu'on s'est dit, on peut plus continuer à travailler à l'ancienne comme ça, à pousser du produit chez le pharmacien. C'est plus comme ça. Maintenant qu'on fait du commerce, il faut que la demande vienne de la consommatrice, et tout le reste suivra en fait. Et vous êtes, je sais qu'aujourd'hui vous êtes présent donc dans d'autres pays que la France, donc à l'export. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu assez tôt dans votre stratégie, ou à quel moment en fait vous avez commencé à exporter? Très très rapidement. Pour des questions de volume aussi, je suppose. Exactement, parce qu'effectivement, alors vu la complexité du marché français, la difficulté à pénétrer le marché français, le fait qu'on soit sur un marché quand même de taille 800 000 naissances, voilà, il y en aura pas demain 3 millions, donc le fait qu'on soit sur un marché de taille limitée,
très rapidement, moi, dans ma stratégie commerciale, j'avais dit, il faut tout de suite aller sur l'export. Et même le grand export, même pas l'Europe, en fait, où on va rencontrer les mêmes problématiques qu'en France, mais tout de suite le grand export. Donc, on est allé, alors dans les zones Moyen-Orient et Asie du Sud-Est, zone que j'avais choisie parce que très dynamique en fait en termes de natalité, en termes économiques aussi, et ouvert en fait à des produits innovants, à des produits made in France. Et dès qu'il y a une innovation, en fait, ces pays-là, ils sont très friands d'innovation. Ils sont prêts à tester finalement des marques qui sont pas forcément connues sur leur marché, mais ils sont prêts à tester s'il y a de l'efficacité, si la qualité est là. Donc voilà. Donc on est tout de suite parti. En fait, la marque a été lancée en septembre 2012 en France et en juin 2013, Théane était présent dans 11 pays à travers le monde. Ah oui, 11, Oui, bah dis donc. oui, c'était. Oui, non, j'avais plus conscience de l'échelle de croissance. Incroyable, oui. Wow. Et donc, alors, on fait un petit bond en avant. Donc, vous avez pris le virage du digital, si je me souviens bien, en 2018. Ça, pourquoi, pour quelle raison? Est-ce que tu as eu une intuition que voilà, le moment était venu, ou qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans le digital à ce moment-là? Bien, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on s'était beaucoup, on a consacré beaucoup d'efforts et d'énergie sur le développement de la marque dans les circuits classiques, pharmacie, parapharmacie, et puis et que finalement notre cliente avait changé ses habitudes de consommation aussi. Là où c'était évident en 2012 qu'elle allait en pharmacie chercher un soin pour sa grossesse ou pour son bébé parce qu'elle cherchait une caution médicale, le sérieux de l'enseigne, etc., le conseil du pharmacien. En fait, les choses ont changé. Aujourd'hui, une blogueuse, une influenceuse a presque autant de poids et de crédit qu'un pharmacien. Elle a presque plus confiance en ce que va dire l'influenceuse que son propre pharmacien. Donc, les choses ont beaucoup changé déjà en termes de prescripteurs avec ces influenceuses. Et puis même dans les comportements d'achat. En fait, aujourd'hui, on va acheter son produit de soins en pharmacie parce qu'on est dans la pharmacie à ce moment-là en train d'acheter sa boîte de Doliprane. Mais sinon, si on est chez soi, derrière son écran tranquillement, on va le commander sur Internet. Et puis, si on est en train de faire ses courses dans le magasin bio alimentaire, et on va à ce moment-là, il nous manque une crème, on va l'acheter à ce moment-là. Donc en fait, aujourd'hui, la cliente, elle est omnicanale. Il n'y a plus vraiment de segmentation, de canaux de vente. Donc il faut être présent partout et s'appuyer sur le digital comme un vrai média de développement de la notoriété de la marque. Donc tout ça, en fait, on en a pris conscience de manière assez forte en 2008 et on s'est dit, on s'est beaucoup consacré à travailler un peu à l'ancienne. Maintenant, il est temps d'être dans l'air du temps. On a des clientes qui sont modernes. Il faut que nous-mêmes, on le soit aussi dans notre manière de commercer et puis de communiquer, en fait. Et comment ça s'est passé? Je crois que tu as lancé une campagne de financement à ce moment-là. Oui. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Oui, alors on a lancé une campagne de financement en crowdfunding et ce qui était intéressant en fait, c'est de voir donc beaucoup de gens ont participé avec des profils très différents. On avait alors des clients pharmaciens qui ont participé à ce financement, des sages-femmes qui nous connaissaient, des clientes bien sûr, des clientes lambda et je dirais que c'était vraiment intéressant de voir finalement toutes ces parties prenantes autour de soi, voir qu'elles étaient prêtes à soutenir une marque comme Théane. Et moi-même, en fait, je me suis posé la question, quelle marque je serais prête à vraiment soutenir en donnant de l'argent, en fait? Quelle marque ferait assez de sens pour moi pour que j'ai envie de donner de l'argent? Et le fait que nos clients... C'est si intéressant. Mais oui, je me suis moi-même posé la question, en fait, quand on a lancé la campagne, je me suis dit, tiens, quel type de personne va investir sur cette campagne-là? Alors, on imaginait bien des clientes qui nous connaissent, qui nous suivent, qui aiment nos produits. Bon, ça, c'était, on espérait, en tout cas, qu'elles aient envie de voir Théane continuer à se développer. Et puis, il y a, après, les clients pharmaciens, on s'est dit, tiens, eux aussi ont intérêt, finalement, à ce qu'une marque comme Théane existe. Et puis, des prescripteurs comme les sages-femmes,
femmes. Donc voilà, tout ça, c'était super intéressant de voir finalement tout l'écosystème qu'il y a autour de soi et de se dire finalement ceux qui ont aussi intérêt à ce qu'on existe, ce ne sont pas seulement nos clients en fait, c'est aussi nos fournisseurs, c'est aussi nos clients, c'est aussi nos prescripteurs. Tout cela ont vraiment font partie de ce qu'on appelle les parties prenantes. Ils font tous partie de notre univers et ont un intérêt à ce que des Ouais. entreprises comme celles qu'on crée existent. Oui, oui, c'est ça. Vous aviez vraiment déjà une communauté fidèle et donc qui a aidé à porter ce financement. Et dans cette campagne de crowdfunding, quels sont selon toi les éléments à prendre en compte, à bien intégrer pour que ça fonctionne? Alors vraiment la communication, c'était là, c'est une vraie campagne de communication en fait. Oui. Ouais, c'est même aussi intéressant finalement tout le dynamisme qui se passe autour de la campagne et la communication que les fonds en eux-mêmes. Donc oui, de le prendre vraiment. Nous, on avait préparé ça 2-3 mois à l'avance avec tout un plan de communication en B2B, en B2C. Avec la presse aussi écrite, donc on a vraiment préparé ça assez longtemps à l'avance, commencé à travailler un petit peu son premier cercle, qui vont être aussi des ambassadeurs pour la suite, puisqu'évidemment ceux qui vont d'abord en priorité vous faire confiance, c'est ceux qui vous connaissent, donc déjà s'appuyer sur cette premier cercle le plus proche en fait de la marque, et puis capitaliser sur autour de leur réseau. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne en fait. Et donc en 2018, alors juste avant le Covid, j'imagine que tu as remercié, je ne sais pas, le ciel ou ton intuition pour avoir fait ce choix stratégique à ce moment-là, parce que du coup, vous avez été plus indépendant vis-à-vis des réseaux de distribution traditionnels. Et puis aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles en fait de comment vous êtes organisé chez Théane aujourd'hui. Quelle est la structure que vous avez mise en place? Parce que bon, il y a beaucoup d'activités au final. Il y a la commercialisation. Tu as parlé de partenariat pour la commercialisation justement. Tu as parlé de la chaîne de production. Il y a tout ce réseau, enfin cette stratégie commerciale, de digital, d'influence, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous êtes structuré et comment vous travaillez au quotidien? Alors c'est vrai qu'on a une toute petite structure encore très agile et légère, et c'est vrai qu'en temps de Covid on était bien content d'être sur une structure, Oui. d'avoir choisi aussi ce business model là. Alors moi je travaille beaucoup en mode partenariat effectivement, donc sur la partie R&D on a des partenariats avec des laboratoires de recherche en fonction des compétences. Alors on fait appel à beaucoup de compétences scientifiques, d'abord la valorisation des plantes, donc là on a besoin de compétences plutôt sur l'extraction, ensuite sur la formulation, ensuite sur les tests biologiques. Donc à chaque fois, on a des partenariats avec des laboratoires pour gérer tous ces projets de recherche. Ensuite, sur la partie production, on a des sous-traitants. Sur la partie commercialisation, on a des distributeurs. Donc on a un distributeur sur la pharmacie, sur les magasins bio. Donc tout ça, en fait, c'est du coup variable. C'est-à-dire qu'au moment où voilà, il faut traverser des tempêtes, comme ça a été le cas de 2020, on gèle tout, on arrête tout, et puis on attend voilà de voir comment ça va se passer, et finalement on a très peu de coûts fixes. Donc aujourd'hui chez Théane, nous on s'occupe principalement du marketing digital. Ça par contre c'est une compétence en interne. Donc suite à la campagne de financement participatif, la première chose ça a été de recruter une personne en interne qui gère en fait le marketing digital à 100%, enfin à temps plein. Et donc là en interne, on a toute la compétence sur le marketing, sur la communication de la marque. Et puis on a en interne aussi tout l'aspect donc approvisionnement, production, marketing développement, marketing des nouveaux produits, conception de nouveaux produits. Et après voilà, pour le reste c'est des partenaires et on est vraiment en coût variable. Donc c'est vrai que
nous, ça nous a permis finalement de traverser. Moi, j'en suis quand même à ma deuxième crise, parce que j'ai créé en 2008 quand même. Donc 2008, 2020, voilà. Donc on a quand même, on en a notre deuxième. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais en tout cas, voilà, 2020, c'était quand même, ça a été une sacrée période pour tout le monde de toute façon. Mais on a prouvé en fait la résilience du business model. Ça c'est une chose puisqu'on est toujours là. Et puis la résilience de nos clients parce que finalement, hormis l'export qui a été très compliqué sur 2020 évidemment. Finalement sur la France, on a fait plus de 35% en fait sur la France en 2020. Donc alors beaucoup porté par le digital, mais avec notre stratégie omnicanal finalement à payer aussi à ce moment-là parce que quand ça allait moins bien chez le pharmacien, les partenaires internet revendeurs explosaient et puis quand les partenaires internet quand les confinements étaient terminés, que revenaient à des chiffres d'avant la crise, les pharmaciens repartaient. Bon. Donc finalement, c'est la stratégie omnicanal qui a fait ses preuves et le business model en fait qui est beaucoup variable. Et donc quelles sont les perspectives aujourd'hui pour Théane? On a plein de projets là sur 2022. On a déjà en fait commencé des partenariats même en 2020, même en pleine crise Covid. On a commencé un partenariat de distribution sur les magasins bio. Donc voilà, c'est 2021. On conforte en fait ce partenariat. Donc on va dire que 2022 c'est le lancement de nouveaux produits. Donc ça, on est vraiment très excités par ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de lancement depuis la gamme bébé en 2016. Donc bien sûr 2020, moi j'avais freiné les développements, donc ça a mis un petit coup de frein sur les nouveaux produits. Mais là, ça y est, on est fin prêt pour lancer des nouveaux produits en 2022. Donc nouveau développement, nouveau développement sur l'export aussi. Donc là maintenant je commence à revenir un petit peu en Europe parce qu'on a déjà nos clients fidèles sur l'Asie qui marchent et puis je me dis bon c'est dommage, il y a quand même un marché un peu plus proche, donc là on commence à ouvrir des marchés notamment en Italie et en Belgique. Donc voilà, on essaye d'approcher les marchés européens. Et puis voilà, donc on espère que tout ce qu'on a planté là sur 2021 va bien pousser sur 2022 avec un contexte, on espère un peu plus un peu moins contraignant. Si tu dois aujourd'hui faire un bilan, parce que bon, t'as finalement presque 10 ans maintenant de recul, ou en tout cas de trajet d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dirais aujourd'hui, si je devais le refaire, je le referais différemment? Alors sur ce bilan sur 10 ans, déjà c'est une aventure qui m'a nourri énormément et qui fait que je me sens alignée en fait. Ça a été aussi une des raisons qui ont fait que j'ai eu envie de créer, c'est qu'à un moment j'avais besoin de mettre de la cohérence entre la personne que j'étais et ce que j'étais en train de faire. Et le fait de s'aligner, de trouver cet alignement, c'est ça n'a pas de prix vraiment. Même si la création d'entreprise, oui, il y a des côtés très 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 difficile des fois, les doutes, les nuits blanches, les montagnes russes, c'est vrai que c'est des moments difficiles, mais le fait d'être aligné, ça a pas de prix. Le fait de se lever le matin et se dire mais ce que je fais, ça a du sens en fait pour moi et pas que pour moi d'ailleurs, parce qu'il y a des clients qui achètent nos produits. Donc ça c'est très très important. Après plutôt dans l'aspect, donc ça c'est l'aspect plutôt humain, dans l'aspect plutôt professionnel, ce que je ferais différemment, c'est peut-être, j'ai vraiment cru que j'ai beaucoup investi dans la R&D, vous avez compris, il y a eu de brevets, de l'innovation, etc. Parce que pour moi, le simple fait d'avoir un bon produit sur un marché en demande, ça allait être suffisant. Et que finalement le bouche à oreille allait faire le reste, la qualité du produit. Et en fait non, en fait sur des marchés qui sont très concurrentiels comme ceux de la cosmétique, les efforts marketing et la communication c'est vraiment important. Et j'avais pas assez dimensionné le volet investissement, marketing et communication
qui est aujourd'hui crucial. Donc, ce que je ferais différemment, c'est que j'irais chercher plus de fonds au départ pour financer et l'innovation et le marketing. Et je pense que j'aurais gagné beaucoup plus de temps, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a en face de nous des concurrents qui ont d'énormes moyens marketing et qui font un écran de fumée comme ça devant Théane, alors que la demande est là, le produit est ce que souhaite est attendu par cette cliente, ben on ne voit pas en fait parce qu'il y a tout cet écran de fumée. Donc voilà, ce que je ferais différemment, c'est aller chercher plus de fonds au départ, justement pour financer ça, parce que au final, quand je regarde 10 ans après, tout prend plus de temps et tout coûte plus cher que ce qu'on avait projeté dans nos BP. Donc autant c'est un peu une constante, malheureusement. donc autant partir tout de suite avec plus d'argent, voilà, et plus de moyens. Donc tu nous as dit un peu en filigrane, tu as commencé, enfin dans ta comment c'était, oui, quand tu t'es remis aux études, tu avais eu ton premier enfant, puis ensuite tu as eu ton deuxième alors que t'étais déjà dans ton projet. Donc pendant 10 ans, tu as dû aussi jongler entre les deux, concilier ta vie de maman, d'épouse, d'entrepreneur. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Comment tu t'organises? Comment tu vis ça? C'est vrai que quand je pense quand j'ai créé Théane, mes enfants avaient 3 et 6 ans, donc c'est vraiment tout petit. Aujourd'hui, ils en ont 19 et 16, donc ils ont grandi avec Théane. Dès le début, il me fallait l'adhésion et l'implication complète de mon mari. C'était évident que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai pu faire sans son aide en fait. Et en fait, je dis aide, mais c'est pas le mot. C'est pas une aide. Hein. C'est juste normal en fait que les choses soient équilibrées. On a tous nos projets professionnels et juste que les choses soient équilibrées. Voilà. J'attendais pas d'aide de sa part. J'attendais juste que les rôles soient bien répartis et que je puisse avoir le temps de créer, de lancer mon entreprise. Donc oui, c'est pas évident. Parfois, on est un peu rongé par la culpabilité parce qu'on se dit bah oui, j'étais pas à la sortie d'école, j'étais pas à la kermesse de fin d'année, j'étais pas parce que quand il a fallu développer l'export, 11 pays en 6 mois, vous imaginez bien que j'ai pas été beaucoup à la maison, voilà. Et donc voilà, donc on culpabilise un petit peu parfois, c'est pas bien parce que finalement ils grandissent très bien, parce que ce qui est important finalement c'est quand on est avec eux d'être vraiment avec eux et d'être disponible. Et ça c'est pas évident non plus parce que quand on est prise par son projet, alors même si physiquement on est là, on est tout le temps en train de réfléchir, on est tout le temps en train de phosphorer, et finalement ils s'en rendent compte qu'on est là sans être là, qu'on n'est pas disponible. Donc ça c'est pas évident à faire, c'est vraiment très difficile, mais quand on est avec eux, faut être avec eux. Et puis je pense qu'aujourd'hui, vu les jeunes adultes que c'est devenu, je leur ai montré en fait l'exemple d'une maman qui se donne pour son projet, qui a des ambitions, qui se donne les moyens, qui prend des risques. Et finalement, c'est ça aussi les éduquer en fait et les élever. Et aujourd'hui, je vois, voilà, c'est des enfants qui ont plein de projets. Qui sont hyper indépendants, qui ont plein de projets en tête, qui ont envie de croquer la vie, d'avancer dans la vie. Voilà, je pense que quelque part, c'est peut-être cet exemple-là qu'ils ont vu. C'est certainement d'autres choses aussi, mais en tout cas, ça en a fait partie, je pense. Et si tu devais retenir une chose dont tu es vraiment fière de tout ce que tu as fait ces 10 dernières années, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes dont tu es particulièrement fière? Moi, en fait, je suis surtout fière de la confiance que nous accordent ces mamans, en fait, parce que on arrive dans leur vie à un moment quand même assez exceptionnel, où tout compte, où tout a de l'importance, y compris le choix de ces produits cosmétiques. Et le fait qu'elles nous accordent leur confiance, qu'elles appliquent un produit sur leur peau alors qu'elles sont enceintes, ou sur la peau de leur bébé, qui est l'être le plus cher au monde pour elles. Je suis extrêmement fière d'avoir réussi à créer ce lien de confiance avec elles. Et parfois, on a des mamans qui nous appellent au bureau et qui nous disent c'est extraordinaire, vous avez sauvé la peau de mon enfant qui avait de l'eczéma, je savais pas quoi faire, j'avais juste envie de vous appeler pour vous le dire. Et moi, voilà, c'est des choses
je sais, voilà, à ce moment-là, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais pourquoi je le fais. C'est pour ces moments-là, en fait. Et c'est ça, en fait, ce qui me rend le plus fière, parce que finalement, créer une marque, créer des produits cosmétiques, enfin, je veux dire, tout le monde peut le faire. Il y a pas, mais arriver à créer un lien de confiance suffisamment fort pour que des femmes enceintes et des mamans appliquent ça sur la peau de leur bébé, ben ouais, ça, je suis assez contente de leur qu'elles nous aient accordé leur confiance, tout simplement. Ouais, génial. Effectivement, ça n'a pas de prix. Euh, Tu nous as beaucoup parlé d'innovation. Est-ce que, enfin, j'élargis la question. Quels sont, selon toi, les facteurs clés de succès? Alors, je pense que c'est alors la résilience, je savais ce que ce mot voulait dire il y a 12 ans, mais là je sais, je sais, il a tout son sens en fait après 12 ans. Je pense que la résilience et l'adaptabilité en fait, l'agilité. Il faut pas rester bloqué dans une impasse. Il faut toujours essayer de trouver une porte de sortie. Il faut toujours voilà ne jamais se bloquer face à trouver toujours des échappatoires, des solutions, des alternatives. En fait, pour moi, un bon chef d'entreprise, c'est ça, c'est quelqu'un qui sait être résilient, qui sait encaisser les coups et trouver l'énergie pour emmener les gens, enfin emmener, je parle des collaborateurs, des fournisseurs, des clients, et retrouver cette énergie, encaisser la chose et retrouver l'énergie pour continuer d'avancer et trouver une solution. Et en fait, c'est vrai que c'est dans l'histoire de Théane, il y a eu évidemment des moments plus difficiles que d'autres, mais à chaque fois il a fallu faire preuve ouais, d'adaptabilité et puis arriver à surmonter le truc et puis trouver des solutions. En fait, toujours avancer. Et puis alors regarder en arrière, oui, pour regarder le chemin qu'on a parcouru et de se dire waouh, on a déjà fait tout ça parce que ça on le fait pas assez. Mais pas regarder en arrière pour dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dans ce sens-là en fait, parce que à un moment si on a fait ce choix-là, si on a pris cette décision-là, c'est qu'on pensait à ce moment-là que c'était la meilleure décision et que c'était la plus pertinente. On l'a pas fait en se disant oh je suis sûre que je fais une bêtise mais c'est pas grave je le fais quand même. On l'a pas fait comme ça. On l'a fait en se disant c'est la meilleure solution, on y va. Et en fait, ça n'a pas été la bonne solution, mais c'est pas grave, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et je pense que voilà, les facteurs clés de succès, en tout cas pour Tan, ça a été de s'adapter tout le temps. Bon, on a parlé de la transformation sur le digital, de l'export, de s'adapter vraiment à chaque fois, et puis toujours avancer en fait, toujours avancer. Allez, de belles leçons d'entrepreneuriat et des leçons de vie aussi en même temps. Euh, je pense qu'on on est presque à l'heure d'interview là, donc je propose qu'on conclue. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Bah, je dirais n'ayez pas peur pour celles qui veulent se lancer dans l'aventure. Euh, Moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui se passe? Je rate. Bon, bah voilà, je rate. Y a pas, on rebondira toujours, on trouvera toujours à faire autre chose, à valoriser cette expérience, à en tirer des leçons. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous, et surtout dans cette aventure, ne restez pas seul, entourez-vous des bonnes personnes. Alors des personnes qui sont bienveillantes, mais pas complaisantes, parce que il y a une différence, c'est que c'est très bien la bienveillance, mais de pas tomber sur des gens qui vous disent mais c'est super, et c'est toujours bien d'être challengé aussi. Hein. C'est toujours bien de trouver des gens qui toujours avec bienveillance vous dire oh, t'es sûr que moi je sais pas l'idée je la sens pas très bien, il y a pas une autre idée, parce que ça vous permet toujours aussi vous de vous challenger et puis de pas faire d'erreurs tout simplement. Donc voilà, donc n'hésitez pas, lancez-vous, levez tous les freins, même les freins que vous mettez vous-même en fait, de dire est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que c'est voilà, essayez de vous convaincre que vous êtes si vous n'êtes pas vous-même convaincu que vous êtes la bonne personne sur le bon projet, et que voilà, qu'il y aura enfin, il y a que vous pour réussir ce projet. Voilà, donc il faut que vous ayez confiance en vous, et de pas avoir peur. Voilà. Ouais, beau message. Écoute, merci beaucoup pour tout cet échange qui a été hyper inspirant. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Agnès, sur les réseaux sociaux, sur Internet?
Alors sur les réseaux sociaux professionnels sur LinkedIn, Agnès Ducrot ou Laboratoire Théane. Sur Internet, théane.com. Ça c'est notre site marchand. Après voilà, on a tous les réseaux sociaux classiques, Laboratoire Théane sur Instagram, sur Facebook. Et puis voilà. Après si c'est plutôt à titre personnel en tant qu'entrepreneur, plutôt sur LinkedIn sur Agnès Ducrot. Voilà, vous mettez un petit mot en disant que vous avez entendu le podcast d'Anne et puis je vous répondrai avec grand plaisir. Génial. Et donc, comme tu sais, je suis en Belgique, donc sur théane.com, est-ce qu'on peut se faire livrer déjà tes produits jusqu'ici? Oui, en attendant le partenariat de distribution qui est en gestation, si j'ai bien compris. Oui, on livre en Belgique. Oui, on livre en Belgique, tout à fait. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange de nouveau. Je suis ravie vraiment d'avoir eu cette conversation avec toi. J'espère que nos auditeurs seront également ravis et inspirés de tout ce qu'on a échangé. Eh bien, merci à toi, Anne. C'était très agréable. À bientôt. À bientôt. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast. C'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, eh bien, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.